Pour que nous soyons capables de réformer, de révolutionner, de changer positivement les choses, nous devons commencer par changer le regard que nous portons dans la proximité les uns envers les autres. Je ne peux pas défendre l'Afrique en Amérique, en Europe, si je ne suis pas capable de défendre le pauvre qui souffre sous mes yeux. Le professeur Franklin Nyamsi, originaire du Cameroun, est philosophe et docteur de l'Université de Lille 3. Il est reconnu comme l'un des auteurs contemporains les plus prolifiques en philosophie, en littérature et en analyse politique, notamment sur les questions liées à la pensée et à la politique africaine. La crédibilité de l'Afrique dans les organisations internationales est absolument déterminée par la prise en compte, le soin pris par nos gouvernants pour leur propre population et leur redevabilité envers celle-ci. Pour porter la parole du continent, il faut soigner le continent. Bonjour, professeur Franklin Nyamsi. Bonjour, madame, bonjour au peuple togolais, à tous les peuples africains rassemblés à Lomé. Vous êtes philosophe, universitaire et intellectuel engagé et nous sommes très honorés de vous recevoir dans Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine, à l'occasion de ce 9e congrès à Lomé, pour échanger sur le thème qui nous réunit tous, le renouveau du panafricanisme. Je vais poser cette première question de comment est-ce que vous percevez la tenue de ce 9e congrès ici à Lomé dans un contexte africain assez tumultueux, on va dire? Je vois dans la tenue de ce congrès, ici en terre africaine du Togo, le signe que le niveau de prise de conscience des dirigeants, mais également des sociétés civiles africaines du continent et des diasporas est de plus en plus élevé. Pourquoi? Ce congrès se tient dans une Afrique qui est en pleine confrontation avec une énième agression conçue, organisée, théorisée, mise en œuvre contre elle, l'agression de l'impérial terrorisme, sur laquelle mon ouvrage phare de cette année, 2025, a d'ailleurs porté. Cette agression consiste à déguiser sous le voile de djihadisme, à déguiser sous le voile de terrorisme religieux, des mercenaires au service des grandes puissances occidentales et moyen-orientales, dont le rôle est de maintenir l'Afrique dans une instabilité structurelle permettant à ces puissances de continuer à piller son or, son pétrole, son coltan, son uranium, son manganèse, et à soumettre autant les dirigeants que les peuples. Le 9e congrès panafricain se tient dans un pays qui a accepté de jouer un rôle décisif pour sauver la révolution panafricaine du Sahel. Incarnée par l'Alliance des États du Sahel, ce pays, c'est le Togo. Ceux qui se renseignent, ceux qui étudient l'actualité politique africaine savent que le positionnement diplomatique de l'État qui héberge ce congrès a été salvateur pour ces pays sans littoral qui étaient menacés d'étranglement par une manipulation des mêmes puissances qui ont saccagé la Libye et qui ont organisé l'invasion mercenariale du Sahel en vue d'imposer une aide à la lutte contre le terrorisme qui n'est rien d'autre en réalité que la stratégie du pompier pyromane. Je détruis la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, je suis l'OTAN. Le Sahel est envahi. Je propose aux États sahéliens ma coopération antiterroriste avec eux. Certains l'acceptent. Ceci permet au terrorisme de se répandre jusqu'au golfe de Guinée. Donc nous sommes dans un contexte où des États en ont pris conscience. Le Togo en est, heureusement. Et il est important que ce congrès se soit tenu ici, au point d'équilibre entre ceux qui veulent continuer la coopération néocoloniale, la coopération avec les puissances impérialistes qui déstabilisent activement ce continent depuis 600 ans, et ceux qui ont décidé d'y mettre fin. Lomé, c'est le point de rencontre entre, en fait, l'AES et la CEDEAO. C'est le point d'équilibre. Et que ce congrès se tienne ici est un signe du destin. Un signe du destin, on parle aussi ici de réformes nécessaires dans les institutions internationales. Selon vous, est-ce que l'Afrique peut encore réformer un système multilatéral
dont elle n'est pas l'architecte, ou faut-il créer des espaces coopératifs alternatifs? Moi, je réponds toujours à cette question en disant que pour que nous soyons capables de réformer, de révolutionner, de changer positivement les choses, nous devons commencer par changer le regard que nous portons dans la proximité les uns envers les autres. Je ne peux pas défendre l'Afrique en Amérique, en Europe, en Asie, dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens, si je ne suis pas capable de défendre le pauvre, l'orphelin, l'étranger, le prisonnier, le malade, le vieillard, la femme, l'enfant, qui souffrent sous mes yeux, dans la proximité immédiate. La crédibilité de l'Afrique dans les organisations internationales est absolument déterminée par la prise en compte, le soin pris par nos gouvernants pour leur propre population et leur redevabilité envers celle-ci. Pour porter la parole du continent, il faut soigner le continent. Et je dis qu'il y a 5 lieux où on vérifie les puissances qui peuvent participer à un multilatéralisme favorable à l'Afrique. Ces lieux sont la famille, comment vont nos familles? La prison, ceux qui sont en prison, y ont-ils leur place? La méritent-ils? L'hôpital, ceux qui sont malades, ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont faibles en raison de problèmes de santé, est-ce que nous les soignons? L'école, est-ce que nous assurons la formation des générations de telle façon qu'elles soient capables d'assumer le présent et l'avenir de nos nations? Et le 5e lieu, c'est le tribunal. Nos magistrats disent-ils la justice qui est la vertu qui équilibre les cités. Si nous sommes forts sur ces 5 points, dans la famille, dans la prison, dans le tribunal, dans l'école, si nous sommes forts, eh bien au tribunal, ici en Afrique, nous pouvons en effet imposer la voix de l'Afrique à l'ONU. Nous pouvons imposer la voix de l'Union africaine. Nous pouvons imposer la voix de l'Alliance des États du Sahel, la voix de la CEDEAO, de la CEMAC, de la SADC. Je dis que le panafricanisme, ce n'est pas simplement la cohérence sur des questions géopolitiques, c'est la cohérence dans le soin pris dans le quotidien aux personnes qui font l'Afrique. Nous, Africains, qui vivons une bonne partie du temps, depuis plusieurs années en Europe, nous sommes confrontés à un argument qui nous fait honte. Lorsqu'on nous persécute, c'est mon cas en tant qu'écrivain critiquant le néocolonialisme français, eh bien, depuis 5 ans, je passe par beaucoup de persécutions en France, on nous fait valoir que nous avons de la chance, que c'est à l'État ou au gouvernement français que nous avons affaire. Parce que si nous avions eu affaire pour nos idées à un État ou un gouvernement africain, nous serions déjà morts. C'est un argument extrêmement implacable. Si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous les Africains, personne ne nous respectera. Donc pour moi, le multilatéralisme, il change à partir du moment où cette politique du soin et de la proximité gouverne le rapport intérieur de nos nations et que nos nations se rapprochent pour nous représenter collectivement à la face du monde. Seuls des Africains qui soignent, qui protègent, qui défendent, qui respectent leurs semblables au quotidien, ici au Togo, chez moi au Cameroun, chez moi au Nigeria, chez moi en Côte d'Ivoire, ceux-là peuvent nous représenter. On ne prend pas nos dirigeants au sérieux quand les principes qu'ils proclament à l'ONU ou à l'Union africaine ne sont pas pratiqués chez eux. On ne nous prend pas au sérieux, nous, Africains, quand on se rend compte que dans notre propre continent, les droits que nous revendiquons en Europe, en Amérique ou en Asie, ne nous sont pas reconnus. Donc, moi, j'appelle à cette cohérence entre le panafricanisme géopolitique, géostratégique et le panafricanisme de proximité, le soin pris à la vulnérabilité. Nous devons veiller à ce que la justice ne soit pas simplement un terme d'équilibre des relations internationales, mais qu'elle soit l'expérience quotidienne des Africaines et des Africains. Et est-ce qu'on peut attendre aussi de ce 9e congrès des décisions concrètes dans ce sens-là, de passer non seulement au panafricanisme géopolitique, à ce panafricanisme de proximité? Mais oui, absolument. Les résolutions de ce 9e congrès ont presque l'obligation morale impérieuse de proposer des solutions pratiques. Prenons 3 sujets sur lesquels les résolutions de ce congrès peuvent aider le continent africain à avancer. Premier sujet, la circulation des personnes. Pourquoi ne pas appeler l'Union africaine, la CEDEAO, l'AES, toutes les organisations internationales africaines, à acter la proclamation de la citoyenneté africaine et la libre circulation des personnes africaines et des personnes d'origine africaine qui le souhaitent sur tout le continent,
sur la base d'un passeport africain mondial. C'est le panafricanisme, c'est la reconnaissance de la totalité de la population africaine. Celle qui vit sur le continent, celle qui est dans les diasporas et celle qui est afro-descendante. Pourquoi ne pas décréter, la citoyenneté panafricaine? Si on la décrète, ça donne à tous les Africains du monde la possibilité de circuler librement chez eux. Et ça dépend de nos dirigeants. Ça ne dépend pas de l'ONU, ça ne dépend pas de l'Union européenne, ça ne dépend ni de Paris ni de Washington. Si nos dirigeants le veulent, le passeport panafricain est instauré à l'issue du 9e congrès. Deuxième domaine dans lequel on peut agir en synergie, c'est le domaine de la circulation des savoirs et des compétences. En fonction des pays et de leur géographie, de leur espace, les universités, par exemple, et les écoles de formation se spécialisent. Le Togo est un pays maritime, par exemple. Donc, une université de la pêche, une université des métiers halieutiques se construirait à Lomé, mais ce serait l'occasion pour former des gens qui, vivant dans des pays qui n'ont pas le même environnement, ne peuvent pas assurer à leurs étudiants une formation aussi pointue. On peut faire une carte des spécialisations, des pôles de spécialisation universitaire, et mettre des fonds communs, de mutualiser les fonds pour former nos meilleurs spécialistes dans nos meilleures unités de spécialisation, que ce soit les écoles de formation ou les universités. Enfin, il y a un troisième domaine qui est extrêmement important, c'est que le 9e congrès pourrait proposer d'instaurer une haute autorité des droits humains. Une haute autorité des droits humains dont la voix ne sera pas simplement délibérative, une haute autorité qui aurait une certaine valeur judiciaire. C'est-à-dire qui aurait la compétence d'examiner les réclamations des peuples confrontés à des pouvoirs violents et d'indiquer les solutions qui s'imposent à tous pour que notre continent ne soit plus celui de la vulnérabilité de l'Africain. Quel est le continent où on persécute le plus les Africains? C'est pas l'Amérique, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Asie, c'est l'Afrique. Donc cette persécution de proximité, nous devons la faire cesser en mettant en place des institutions de droit puissantes. Voilà 3 résolutions qu'on peut prendre et qu'on peut commencer à mettre en œuvre tout de suite. Je devrais repartir du Togo avec mon passeport panafricain. Je ne comprends pas qu'on tienne des congrès depuis pratiquement 100 ans et qu'on ne soit pas capable de nous donner à nous tous là un document. Je suis obligé, moi, de me déplacer avec le passeport que la République française m'a donné. Parce que mon propre pays natal, le Cameroun, en raison de mes opinions, me refuse mon passeport. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Si le 9e congrès décrétait le passeport panafricain, de quoi aurais-je besoin pour circuler en Afrique, pour venir au Togo? Que de ce document. Donc, il est temps que nous arrêtions de nous réfugier derrière des objections en réalité, on va dire, opportunistes, profito-situationnistes et même des objections typiques des bourgeoisies compradors. Il est temps que ce passeport, par exemple, émane comme une décision, politique d'un congrès comme celui-ci. Je voudrais vraiment saluer les autorités togolaises pour le courage qu'elles ont eu de prendre l'initiative, le lead de ce projet et d'héberger dans cette capitale des voix qui ne sont pas forcément en convergence, des voix divergentes, différentes, consonantes et dissonantes, mais qui font la richesse de la pensée de l'Afrique. Bien sûr. Merci, professeur, pour ces propositions très fortes. Et je souhaite qu'elles soient prises en compte dans ce 9e congrès. Et il y a une grande partie de la jeunesse africaine qui suit beaucoup vos interventions. Que souhaitez-vous dire à cette génération qui cherche des repères et aspire à une Afrique libre et forte? Je leur dis 4 mots. Vous devez tout faire pour apprendre tout au long de votre vie. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On n'apprend pas pour avoir des diplômes. On apprend pour être lucide et pouvoir affronter de manière efficace et efficiente les obstacles qu'on rencontre dans la vie. La vie, c'est apprendre. Deuxième chose, il faut tout faire pour comprendre. Vraiment tout faire pour comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on ne pourra pas passer à la 3e phase, à savoir agir. Agir, c'est transformer la réalité parce qu'on a appris et parce qu'on a compris. Mais au-delà de tout, qu'on ait appris, qu'on ait compris ou qu'on ait agi, ça n'aura de la valeur que si on a aimé. Apprendre, comprendre, agir et aimer.
c'est la réalisation de la forme humaine telle que l'enseigne la tradition africaine. Merci, professeur Niamsi. Nous arrivons à la fin et j'aimerais demander quel message en plus pour nos dirigeants. Le message que j'adresse à nos dirigeants, c'est de leur demander d'ouvrir leur cœur à la vulnérabilité de leurs frères et sœurs que nous sommes tous. Que dans aucun de nos pays ne croupissent en prison des innocents. Que dans aucun de nos pays ne soient abandonnées des personnes malades sans soins. Que dans aucun de nos pays, la justice ne soit sous le pouvoir de la corruption et que la société ne soit abandonnée à elle-même. Que dans aucun de nos pays, qu'ils y veillent, il n'y ait le mépris du droit des gens. Ce que nous leur demandons à tous nos dirigeants, c'est de nous respecter et de nous considérer comme ils se considèrent eux-mêmes. Vous savez, nos dirigeants ont à leur disposition les moyens des États. Ils ont, sur le plan matériel du moins, une vie agréable, heureuse. Nous leur demandons de mériter cette vie que nous leur donnons en leur confiant la gestion de la chose publique. Vous n'êtes pas simplement nos guides, vous êtes nos serviteurs. En tant que dirigeants, vous êtes d'abord les serviteurs des peuples et on ne peut guider un peuple que si on le sert. Et si on sert son peuple, on ne peut pas être sourd à sa souffrance. Merci beaucoup, professeur Flanquet Niamsi, pour cet échange que j'espère trouvera résonance auprès de chaque Africain, afrodescendant ou les Africains de la diaspora. Merci beaucoup. Je voulais ajouter une chose que j'ai failli oublier. Je voudrais dire un petit mot de remerciement à mon collègue, à mon frère, à mon ami, à mon vieux camarade de la fac d'Abidjan, le ministre des Affaires étrangères, Robert Ducé-Comlan. C'est un homme qui, depuis notre adolescence d'étudiant, s'est toujours caractérisé par la méthode de la force tranquille. Je suis admiratif de la qualité et de l'intensité qu'il a donné à cet événement. Un événement à propos duquel il a réfléchi depuis plusieurs années avec plusieurs de ceux qui sont là. Je voudrais vraiment le féliciter et le remercier d'avoir été le maître d'œuvre sous la responsabilité de son patron, le chef de l'État de ce pays, de ce merveilleux colloque. Merci, professeur. Merci beaucoup.